Bonjour à tous, vous êtes sur France 3 Poitou-Charentes. Voici l'actualité de la région à la mi-journée. Nous serons d'abord au tribunal de commerce de Poitiers. Il prononce ce matin la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de GMS, l'équipementier automobile de la Creuse. Il statuera sur l'offre de reprise à la mi-juillet. L'aboutissement de 5 ans d'un immense chantier, la LGV entre en service ce week-end. Reportage auprès des équipes qui assurent la sécurité des voies. Et une question avec notre invité, le président de l'association des usagers TGV de la Vienne. La région risque-t-elle d'être la perdante de cette nouvelle offre? Et puis les rendez-vous culture compilés ce midi par François Gibert. On parlera notamment de ukulélé. Et oui Florent, je vous emmène à Poitiers, c'est pas très loin, pour une fête d'école. Une fête d'école en musique, mais sans flûte avec des ukulélés, un big band de 60 petits-enfants qui s'en donnent à cœur joie. Vous verrez, c'est absolument ravissant. À tout à l'heure. À tout à l'heure François. Les 277 salariés de GMS s'y attendaient, mais l'annonce les a abattus. Le tribunal de commerce de Poitiers prononce ce matin la liquidation judiciaire de l'entreprise basée à la Souterraine dans la Creuse. Il autorise toutefois la poursuite de l'activité et se donne encore du temps pour étudier la seule offre de reprise sur la table. Anne-Marie Baillarger et Laurent Pelletier. Ce matin, après de longues heures d'attente, le jugement est enfin tombé. Le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire pour GMS, avec une poursuite de l'activité jusqu'au 21 juillet à minuit. Une audience exceptionnelle doit avoir lieu le 19 juillet pour étudier l'offre du repreneur stéphanois GMD. Il y a quelques jours, le leader français de l'emboutissage propose de reprendre le site creusois situé à la Souterraine, spécialisé dans l'équipement automobile, et de garder 120 de ses 277 salariés. 7 mois d'incertitude et de tension pour l'équipementier automobile GMS. Manifestations, blocage du site et négociations se succèdent depuis fin 2016 pour la survie de l'entreprise. GMS, dont les deux principaux clients sont les constructeurs français Renault et PSA, est le deuxième employeur privé de la Creuse. L'entreprise a passé 6 mois en redressement judiciaire, son 3e en 8 ans. Dans l'actualité judiciaire également, 7 interpellations après les journées et les nuits d'échauffourées à Soyaux en Charente fin mai. 6 jeunes majeurs seront jugés lundi pour violence et dégradation. Le 7e est mineur. Il sera donc convoqué plus tard par le tribunal des enfants. À la une ce week-end, la mise en service de la LGV entre Paris et Bordeaux, inauguration officielle demain et premier trajet commercial dimanche. Nous allons parler de cette nouvelle offre avec notre invité plutôt pessimiste sur les bienfaits de la grande vitesse pour notre région. Mais d'abord, reportage auprès des agents de Messéa. Ils sont chargés de l'entretien du réseau ferré. Ils sont basés à Villognon en Charente. Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. À quelques centaines de mètres du siège de Messéa, la base de maintenance de Villognon. Dans le hangar, du matériel et des pièces de rechange. Dehors, des rails pour accueillir les motrices d'entretien des voies. Alors la base de maintenance, c'est l'endroit où on retrouve tous les équipements qui nous permettent de travailler sur la ligne, sur la voie. On y trouve également notre stock de pièces de rechange, cartes électroniques, pièces dédiées à la caténaire ou à la voie. Et c'est là que se retrouvent le matin, le soir, en début de nuit, nos équipes avant de partir travailler. Une surveillance de terrain d'abord. Pendant plusieurs mois, des équipes ont été formées pour détecter la moindre anomalie. Leur principal outil est le motolorry. Ces lorries sont exclusivement dédiés à la tournée, vont nous permettre de travailler d'abord la nuit et d'éclairer suffisamment la voie et la caténaire pour pouvoir surveiller le système traverse-attache, le ballast, faire la surveillance de nos rails et aussi surveiller la caténaire et le fil porteur. Dans cette mission pour assurer la sécurité de la ligne à grande vitesse, les équipes de Messéa reçoivent en temps réel une multitude d'informations sur le trafic et l'état du réseau. C'est le centre de supervision de la base. Les 3/4 des informations sont numérisées, un peu partout sur le long des voies. Donc on sait en fait en permanence où se situe le train, à quelle vitesse il roule. Le train en amont, le train en aval aussi, parce que tout est lié forcément. S'il y a un train qui ralentit devant, les autres doivent le savoir, ceux qui suivent doivent le savoir immédiatement. À 320 km/h, on ne peut pas se permettre de louper. Donc tout remonte ici. Maintenant, c'est l'ère du numérique, donc de la fibre optique, des éléments informatiques. Des équipes qui vont être très attentives aux premiers jours de l'exploitation commerciale de la ligne. Jusqu'à présent, seules quelques rames d'essai,
utilisent ces rails. Mais après ces débuts officiels, ce sont 80 trains qui emprunteront quotidiennement la LGV Tours-Bordeaux. 80 trains chaque jour donc, mais tous ne s'arrêteront pas dans la région. Certains territoires sont même oubliés. C'est ce que conteste notre invité Olivier Sciarra, président de l'Association des usagers TGV de la Vienne. Bonjour. Alors quelles sont les zones qui peuvent le plus souffrir de cette nouvelle offre de la SNCF ? Dans la Vienne, il y a deux endroits, effectivement. Il y a un endroit principal, l'oublié, c'est quand même Châtellerault. 6 000 emplois, c'est quand même Châtellerault qui a été la grande oubliée de la Vienne. Donc pas assez d'arrêts pour Châtellerault. Il y aura très très peu de trains, effectivement, qui s'arrêteront. Je crois qu'il n'y en a que 2 par jour. C'est quand même très peu par rapport à l'offre d'aujourd'hui. Alors quelles conséquences justement pour ce bassin d'emploi ? Les conséquences, on les verra sur le plus long terme. Ce qui est clair, c'est que les professionnels qui travaillent dans la région de Châtellerault vont devoir aller, sinon à Poitiers, au moins à Saint-Pierre-des-Corps pour prendre le TGV. Alors, il y a eu des manifestations à Châtellerault, également à Ruffec, en Charente, mais vous n'avez pas été entendu, c'est ça ? Alors, ce n'est pas l'association des usagers TGV de la Vienne qui a participé directement, mais effectivement, il y a des manifestations où il y a une autre association avec qui on travaille d'ailleurs sur Châtellerault, qui a fait des propositions et qui a proposé un certain nombre de revendications. Mais pas entendu. Pour le moment, je n'ai pas l'information. Ils n'ont pas été entendus pour le moment, ça c'est clair. Alors demain, lors de l'inauguration, avec tous les officiels à Bordeaux, les députés de la République En Marche de notre région annoncent qu'ils iront défendre le territoire. Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Est-ce qu'ils peuvent peser ? Alors, je crois que oui, tout à fait. Nous, une association comme la nôtre et l'arrivée du TGV, de toute façon, elle aura un effet catalyseur si on fait quelque chose. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, nous, on a déjà adressé un courrier à nos 2 députés. Et puis, je pense qu'on va essayer de travailler ensemble parce que le TGV seul n'apportera pas grand-chose de plus qu'aujourd'hui. C'est une desserte, c'est la même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous parlez d'effet catalyseur. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une offre qui soit en adéquation avec ce que veulent les clients. Aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas pour Poitiers, c'est qu'on regarde passer les TGV à Bordeaux. Et cette offre, en fait, elle passe par 2 biais. D'avoir une grille horaire qui effectivement soit compatible avec les besoins des clients, et puis d'avoir une offre tarifaire qui soit intéressante également. Mais tout le monde veut un train qui lui correspond à lui, ou en tout cas à son emploi du temps. C'est un peu compliqué. Alors, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vue holistique des choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne intermodalité entre les différents moyens de transport, c'est-à-dire que le TGV et le TER. Il faut que les horaires correspondent. C'est aussi un problème, la nouvelle grille du TER pose aussi problème aux usagers de la Vienne. A priori, oui. Et donc, il faut vraiment avoir un point sur cette connexion entre le TGV et le TER. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je voulais quand même rappeler qu'aujourd'hui, on a quand même peu d'actions sur les horaires. Nous, aujourd'hui, on a fait des démarches auprès de la SNCF. On a des contacts, mais pour l'instant, on a peu d'actions sur les horaires. Merci à vous, Olivier Sciarra, président de l'Association des usagers TGV de la Vienne. Après la grande vitesse sur les rails, voici les lenteurs de l'administration. Les agriculteurs des Deux-Sèvres sont pénalisés par les retards de paiement de certaines aides. Exemple dans le Marais Poitevin, où 80 agriculteurs attendent avec impatience les subventions auxquelles ils ont droit pour cultiver leur surface en prairie naturelle. Anne-Marie Baillarger et Antoine Morel. Des plantes pour permettre aux oiseaux de se désaltérer, de la bardane pour nourrir et des fleurs pour butiner. 23 000 hectares de prairies naturelles dans la zone humide du Marais Poitevin, entretenus par 80 éleveurs. Philippe Lessène s'est engagé depuis plusieurs années à ne pas utiliser d'engrais et à entretenir le milieu. C'est assez particulier d'arriver à conjuguer de la biodiversité et de la production agricole, parce que l'objectif quand même, c'est de produire aussi quelque chose dans ces prairies-là. D'où des contrats pour compenser quelque part la perte de productivité de conduite de ce type-là. Un contrat de 5 ans lie cet éleveur à l'État qui en retour doit lui verser 150 à 400 € l'hectare. Depuis 2015, certains ont perçu un peu d'argent, d'autres non. Dans un contexte économique très tendu, l'absence de cette manne financière grève le budget des exploitations. Pour le parc naturel du Marais Poitevin qui gère ce territoire, la situation est préoccupante. On ne peut pas avoir des prairies dans le Marais sans qu'il y ait des vaches et sans qu'il y ait des éleveurs qui gèrent le système. Alors à un moment donné, oui, si les exploitations d'élevage disparaissent, qu'est-ce qu'on va faire de ces prairies? La question va finir par se poser. Soit elles pourraient redevenir en culture, soit elles pourraient basculer à la friche. Mais que ce soit dans une situation ou dans l'autre, ce n'est pas satisfaisant pour nous.
Le parc naturel du Marais Poitevin et la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres ont alerté l'administration. Depuis 2015, on n'arrête pas de nous annoncer un calendrier qui se repousse de mois en mois sur les dates de paiement. On a vu, avec le changement de ministre, il y a eu le monsieur Mézard, maintenant monsieur Travers. Ils l'ont pris à bras-le-corps. J'espère qu'ils vont aboutir donc sur le fait que ces dossiers soient instruits dès cet été pour un paiement à l'automne 2017. Ces retards de paiement pourraient avoir des conséquences économiques et écologiques catastrophiques. La préservation des prairies naturelles permet de protéger ce site classé et d'arrêter l'hémorragie des grandes cultures qui a commencé dans les années 90. En sport, il ne fera pas la révolution. L'entraîneur du Stade Rochelais, Patrice Colazo, a fait sa conférence de presse de rentrée ce matin. Quelques arrivées dans l'effectif des jaunes et noirs, notamment le néo-zélandais Kerr Barlow et l'anglais Lamb. Pas de changement dans le staff. Je vous rappelle que le Stade a fini en tête du top 14 cette saison, mais a ensuite échoué en demi-finale. Alors quel objectif pour 2017-2018 ? On écoute Patrice Colazo avec Philippe Tanger et Didier Gomez. 6 ans que je suis au club. On va simplement dire qu'on va essayer d'aller le plus loin possible et ce qu'on sera capable de faire. Parce qu'il faut pas s'habituer non plus. Il faut prendre conscience des choses. Il faut prendre conscience de ce qu'on est. Donc pour nous, ça n'a pas changé les objectifs. On va essayer de finir le plus haut possible là où on se donne les moyens de finir. Si on finit premier, deuxième, troisième, quatrième ou si on finit dernier, on aura ce qu'on mérite. Comme cette année, il me semble. Et voici l'heure de la page culture avec François Gibert. Bonjour François. Bonjour Florent. Et d'abord du ukulélé. Oui, alors nous allons à Poitiers pour le concert de fin d'année de 3 classes de primaire. Ils ont travaillé toute l'année avec leurs professeurs. Les flûtes à bec ont remplacé vous savez, les flûtes à bec, c'était absolument épouvantable. Et maintenant, c'est des ukulélés. C'est une petite guitare qui vient d'Hawaï, vous savez. Alors le résultat est absolument charmant. Regardez, vous allez voir. Pour un concert de ukulélé, quoi de plus naturel que de chanter en hawaïen « Aloha Oe », presque l'hymne de l'archipel. Ce concert, c'est le résultat de 2 ans de travail dans les écoles. La petite guitare a remplacé la flûte à bec et pour les oreilles, c'est un sacré progrès. Le changement qui, moi, me semble, c'est par rapport à leur matériel, par rapport à ce ukulélé-là. Ils y sont très attachés quand ils repartent le week-end avec leur instrument dans leur dos. On voit que voilà, faut pas y toucher. Ils sont très très sensibles. Et ça, c'est important aussi qu'ils puissent être attachés à un objet et à un instrument de musique. Parce que tu peux montrer ce que tu sais faire au public et puis après, t'es contente. C'est parce que ça fait des beaux sons et ça rend joyeux. C'est fondateur d'un ensemble où chacun prend sa responsabilité par rapport à l'autre. Donc on sait que dans notre société, ça peut être un vecteur très important. Donc voilà, donc il y a une cohésion de classe qui se fait, on joue ensemble, on est ensemble, on fait attention aux autres. Voilà, donc la musique est porteuse de ce message-là. À la rentrée prochaine, les parents seront aussi invités à découvrir cet instrument avec leurs enfants. Une façon de plus de jouer ensemble, en famille. Voilà, et tout le week-end, ce petit instrument sera à l'honneur dans l'île d'Oléron avec la 2e édition du Oléron Ukulélé Festival avec des concerts, des masterclass, des scènes ouvertes pour les amateurs et il devrait faire beau.
Et autre événement ce week-end dans la Vienne, le lancement des heures vagabondes. Et oui, alors nous avons notre invité aujourd'hui, Alain Fouché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus rock'n'roll des sénateurs de la Vienne. Bien sûr. En plus, vous êtes chargé de la culture et de l'événementiel au département. Alors, à l'heure où certaines collectivités mettent un coup d'arrêt aux manifestations culturelles, on pense évidemment aux nuits romanes, vous, au contraire, vous augmentez la voilure. Moi, j'ai mis ça en place en 2006. Bruno Benin souhaitait qu'on continue parce qu'on veut absolument que la culture pénètre le département. On fait venir de très grands artistes. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de les voir. Donc c'est utile à la fois pour les gens qui sont en vacances, mais aussi pour les habitants du département de la Vienne. Et puis en plus, on gère bien le département, si vous voulez. La région a perdu des millions d'euros dans les voitures électriques à Chouvigny, à Cerizay. Bon, nous, c'est pas le cas. Hein. Alors, on va parler un petit peu de la programmation. Amir, demain soir à Chauvigny, Dan Arbras, Catherine Lara, Radio Elvis. Vous ratissez vraiment très large. Oui, on ratisse large pour un public jeune et moins jeune, pour un public qui ne connaît pas forcément certains artistes. Il y a des nouveaux qui démarrent, il y en a qui se lancent. Bref, on a je crois, une bonne programmation. L'année dernière, on a eu plus de 100 000 spectateurs. Hein. Cette année, on espère faire plus. Alors, cette année, en plus, il y a le plan Vigipirate un peu renforcé. Alors, évidemment, c'est un surcoût pour certaines communes. Comment vous allez faire? Il faut tenir compte, bien sûr, de ça. Oui, ça n'existait pas auparavant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de réfléchir pour l'année prochaine. On ferait 4 grands concerts avec des jauges de 15 000 personnes, avec un plan Vigipirate très renforcé. Mais on ferait d'autres concerts plus nombreux, avec un peu moins de public, mais qui éviterait d'avoir ces surcoûts qui sont à la charge en partie des collectivités. Merci. Donc, je rappelle que Amir sera demain soir à Chauvigny pour un concert de haute surveillance qui débutera à 22h30. On reste avec lui avec un petit extrait. Merci à vous François Gibert, les bons plans culture du week-end. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information. Le tribunal de commerce de Poitiers a décidé ce matin de placer l'entreprise GMS en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. Il se prononcera le 17 juillet sur la seule offre de reprise pour l'équipementier automobile de la Souterraine dans la Creuse. GMD a déposé un dossier. Il prévoit de conserver 120 emplois sur les 277 actuels. Tout de suite, la météo et l'édition nationale qui reviendra sur la mort ce matin de Simone Veil. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Sophie Gou à 19h. Très bon week-end à tous et à bientôt. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.